Voilà, donc j'ai lancé l'enregistrement. Vous avez dû avoir un message comme quoi vous nous autorisez à enregistrer. Alors, je vais démarrer l'introduction par un petit jeu. Alors, tout au long de la soirée, des petits jeux comme ça, des petits quiz vous seront présentés pour pouvoir avoir un peu d'interaction avec vous et puis rendre ça beaucoup plus dynamique. Donc, je vais lancer le premier quiz. Alors, selon vous, combien y a-t-il d'étudiants à l'UGA? Donc, vous devez choisir 45 000, 50 000, 59 000. Combien y a de diplômes sont préparés à l'UGA? 200, 500, 1500. Donc, n'hésitez pas à répondre. Ensuite, l'UGA, c'est Grenoble, oui ou non? Et selon vous, tout étudiant de l'UGA peut partir à l'étranger, oui ou non? Je vous laisse quelques secondes pour une petite minute pour répondre. Donc, n'hésitez pas à participer et ça lancera après ce qu'on va vous présenter par la suite. J'attends un petit peu que tout le monde puisse répondre et ensuite, je vous diffuserai les résultats du sondage. Du poulet. Merci de couper votre son, s'il vous plaît, parce que là, on vous entend. Je ne sais pas ce que c'est l'UGA. Des pâtes, des courgettes. L'UGA, c'est l'Université Grenoble-Alpes. Ah, d'accord. Voilà. Je laisse encore un peu de temps. Là, on en est à 400 à peu près réponses. Donc, je vous laisse un petit peu de temps encore pour répondre à ces 4 premières questions. Voilà, je pense que je vais mettre fin au sondage. Encore peut-être 2 secondes. Alors, du coup, je vous partage les résultats. Donc, selon vous, combien y a-t-il d'étudiants à l'UGA? Vous avez répondu pour 48%, 50 000, 40%, 59 000 et 12%, 45 000. Combien de diplômes sont préparés à l'UGA? Vous avez répondu massivement 500. Un petit peu, voilà. Et l'UGA, c'est qu'à Grenoble, oui, pour 68%. Et selon vous, tout étudiant peut effectuer un cursus à l'étranger? Oui, pour 91%. Du coup, on va répondre à toutes ces questions, vous donner les réponses. Alors, du coup, je vais laisser la parole à M. David Deschenaux pour qu'il fasse la présentation de l'université. Je ne suis pas sûre que M. Deschenaux ait pu se connecter. Donc, du coup, je vais peut-être pouvoir le faire à sa place. C'est qu'on a atteint en fait, on est exactement participants. 500 personnes et j'ai des petits messages qui me disent qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se connecter. Donc, on est victime de notre succès. Oui, pourtant, j'ai pris un compte grand utilisateur, mais il va jusqu'à 500. Voilà, c'est ça. Désolée. Donc, du coup, je vais me charger de cette présentation pour le compte de M. Deschenaux. Donc, M. Deschenaux est le vice-président de l'Université Grenoble-Alpes, chargé de la formation des étudiants. Et moi, je travaille dans son équipe, plus spécifiquement sur le champ politique de l'orientation, de l'accompagnement et de la réussite des étudiants une fois qu'ils sont admis à l'université. Donc, je vais vous donner quelques informations d'ordre général sur l'université Grenoble-Alpes. Donc, depuis le 1er janvier, merci de bien vouloir couper vos micros parce que c'est très, très compliqué de vous entendre. Merci. Donc, depuis le 1er janvier 2020, l'ensemble des forces de l'enseignement supérieur public du district Grenoble-Alpes est regroupé dans un seul et unique établissement. On a quelqu'un qui a un micro allumé, c'est assez dérangeant. Oui, je suis désolée, je ne peux pas faire grand-chose, sauf demander… Madame Beauvalet. J'essaie de les enlever, mais je fais ce que je peux. Merci. Je vais réessayer. Merci. Donc, l'Université Grenoble-Alpes, c'est un établissement public qui regroupe toutes les facultés. Donc, peut-être encore la diapo d'avant, Marine, s'il te plaît. Oui, pardon. Qui regroupe donc tout l'ensemble des facultés, par exemple la faculté de droit, la faculté des sciences, la faculté de médecine, etc. Ce qu'on appelle les UFR, unités de formation de recherche, et puis les départements, mais aussi les écoles qui sont les écoles de Grenoble INP UGA, Sciences Po UGA,
et l'École nationale d'architecture, qui sont elles aussi intégrées dans un grand ensemble qui s'appelle l'Université Grenoble-Alpes. Donc, en gros, ça regroupe la majorité des forces de l'enseignement supérieur public dans le site de Grenoble-Alpes et dans cette partie. Voilà, Marine, je veux bien que tu passes la diapo d'après. Alors, en quelques chiffres, l'Université Grenoble-Alpes fait partie du peloton de tête des universités françaises. C'est la première université en région. Donc, il y a 4 universités devant elle qui sont des universités parisiennes. Elle est classée d'une façon récurrente dans les 150 meilleures universités mondiales grâce à cet ensemble très cohérent qui permet de développer et de préparer 500 diplômes qui soient de niveau licence, de niveau master, de niveau doctorat et bien sûr les diplômes des écoles. Il y a 59 000 étudiants, dont presque 3 000 doctorants, donc des étudiants qui sont dans le tout dernier cycle de l'université. Et il y a 4 250 étudiants sur le campus de Valence. Donc, tout à l'heure, j'ai vu que l'université Grenoble-Alpes était identifiée comme étant seulement sur le site de Grenoble. C'est faux. Il y a 12 sites géographiques, dont un très grand campus à Valence, enfin très grand en espace, qui regroupe donc quasiment 8 à 10% des étudiants de l'université Grenoble-Alpes. Il y a aussi plusieurs campus à Grenoble elle-même. Il y a le campus principal dont vous avez la photo là, et d'autres campus situés dans différents endroits de la ville, correspondant à différentes formations. Il y a environ 10 000 étudiants qui sont des étudiants internationaux, c'est-à-dire des étudiants qui proviennent d'autres universités, ce qui représente 160 nationalités différentes. L'université accueille évidemment des étudiants en situation de handicap et les accompagne d'une façon particulière et spécifique à leur handicap. Elle accueille également plus de 540 sportifs de haut niveau, c'est-à-dire, par exemple, juste pour l'anecdote, l'équipe de France qui a été présente aux Jeux olympiques d'hiver cette année, un quart de cette équipe de France était constituée d'étudiants de l'université Grenoble-Alpes ou de diplômés de cette université. Une centaine d'étudiants entrepreneurs. L'université a engagé plus de 1000 partenariats avec des universités internationales, ce qui permet à nos étudiants de partir à l'étranger pour accomplir une partie de leur cursus. Et environ une vingtaine de langues sont enseignées à l'UGA. Ensuite, l'UGA est aussi un campus dynamique sur le plan de la culture, sur le plan de la vie universitaire. 42 disciplines sportives sont ouvertes aux étudiants et au personnel de l'UGA. Voilà, on peut passer la diapo suivante, Marine. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Je te repasse. Merci Florence. Du coup, moi, je vais enchaîner avec en vous présentant Alice. Donc, Alice, c'est accompagnement des lycéens vers le supérieur. Donc, c'est un site Internet que nous avons créé depuis quelques années qui est vraiment destiné aux lycéens, pour les lycéens et également, bien sûr, leurs familles. Donc, l'objectif que nous avons voulu apporter, c'était de guider les étudiants, les futurs étudiants, les lycéens, tout au long de leur parcours de construction de projets post-bac. Donc, ce site est accessible sans problème, hein, c'est libre d'accès. Il permet aux lycéens de poursuivre les différentes étapes d'une construction d'un projet post-bac, c'est-à-dire qu'on a rangé en différents onglets ce qu'il a à faire. Donc, c'est explorer, échanger, évaluer, décider et candidater. Donc, dans chaque onglet, le lycéen va pouvoir trouver des ressources adaptées à chaque étape et on va lui proposer aussi des exercices qui vont lui permettre de travailler son projet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site avec vos enfants. On y met aussi beaucoup les événements, l'actualité qu'on propose tout au long de l'année aux lycéens. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur Alice. Ça sera aussi là que vous retrouverez la vidéo de ce soir et également le diaporama.
Alors, on a aussi d'autres ressources qui ont été mises en place à l'université. Donc, vous avez l'incontournable catalogue de l'offre de formation. Donc là, c'est vraiment une mine parce que vous pouvez trouver sur ce catalogue toutes les formations de l'UGA. Et sur chaque formation est détaillée la présentation, les objectifs, le programme, les admissions, qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc, c'est vraiment d'informations si vous cherchez d'avoir des informations très précises sur les formations. Et il est actualisé tout au long de l'année, donc les informations sont à jour et n'hésitez pas à y aller. Autre ressource possible, donc c'est un site aussi qui a été créé dans notre direction, au sein de la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle, qui s'appelle Mon Orientation. Alors, Mon Orientation, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut y rentrer par plusieurs approches, soit par discipline, soit par secteur d'activité. Et ça permet d'avoir accès à un descriptif de la formation. On a des fiches licences qui sont très, très bien faites, de s'informer aussi sur les secteurs professionnels possibles après cette formation, de comprendre ce que ça signifie le système licence, master, doctorat, et de télécharger pas mal de documentation. Donc ça, c'est pareil, c'est un site qui est plus axé métier, secteur d'activité, donc qui vient bien en complément du catalogue de l'offre de formation que je viens de vous présenter avant. Autre ressource qu'on a créée au sein de la DEIP, c'est Prose. Donc, c'est une plateforme de ressources d'orientation stage-emploi. Alors, c'est plutôt fait pour nos étudiants, mais je la présente quand même ce soir parce qu'elle permet de consulter des ressources qui peuvent être utiles, notamment tout ce qui est études à l'emploi. Alors, études à l'emploi, c'est des documents qui seront mis à jour chaque année dans nos services et qui permettent de voir, par exemple, je choisis une licence de droit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire après, quels sont les débouchés, vers quel master je vais pouvoir candidater, etc. Donc, c'est vraiment à destination des étudiants, mais pas que, ça peut être aussi pour les lycéens, pour consulter aussi des ressources sur tout ce qui est outils et candidatures, ce qui peut être très précieux quand vous allez faire Parcoursup. Visualiser aussi des témoignages d'étudiants, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages d'étudiants quand on est lycéen ou quand on est parent, d'avoir des vécus d'expérience d'étudiants. Et bien sûr, s'informer sur les débouchés. Donc, c'est pareil, ce site est en libre accès. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre avec vos enfants pour creuser un petit peu plus voilà, les formations. On a également, alors ça, je sais que quand on fait les salons de l'étudiant, qu'on rencontre les familles, c'est la question qui vient souvent sur, s'il choisit cette formation-là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va trouver un emploi, etc. Donc, il faut savoir qu'au sein de l'université et pas que à l'UGA, chaque année sont réalisées des enquêtes. Donc, c'est ce qu'on appelle le suivi des diplômés qui est organisé par l'Observatoire des formations. Donc, ces enquêtes, elles ont lieu pour les licences 6 mois après l'obtention de leur diplôme et master 1 an après l'obtention de leur diplôme, afin d'étudier leur entrée sur le marché du travail, et 2 ans après l'obtention de leur diplôme afin de plus caractériser ce que ça donne au niveau de l'emploi. Donc, c'est vraiment des données très intéressantes qui sont en ligne sur le site de l'UGA. Donc, vous pouvez tout à fait y aller. Il y a un moteur de recherche qui vous permet de choisir quelle licence, quel master vous voudriez voir. Alors là, je vous ai mis sur la droite l'enquête d'insertion qui a eu lieu l'année dernière pour les sortants de master, 1 an après leur diplôme. Donc, vous voyez qu'on a un taux d'insertion de 86%. Les étudiants sortants sont plutôt satisfaits de leur emploi et aussi en adéquation avec leur niveau de formation. Et sur la droite, on a un petit récap de ce qu'ils ont eu comme emploi, donc un emploi qualifié, un emploi à temps plein, un emploi stable et plutôt dans le secteur du privé avec un salaire de 1 800 € net. Voilà. Donc là, je vous invite vraiment, parce que c'est des questions normales que peuvent se poser les familles sur, voilà, mon enfant va choisir telle filière, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire après, est-ce qu'il va trouver du boulot? Eh bien, n'hésitez pas à aller consulter ce site qui est en libre accès pour tout le monde.
Ensuite, autre ressource, donc c'est dans mon orientation, mais je vous fais encore un petit récap de ce que vous pouvez y trouver. Donc, sur le site Mon Orientation, il y a un document que je vous ai dit tout à l'heure qui s'appelle « Des études à l'emploi » qui ont été faites pour chaque licence. Et vraiment, c'est très intéressant de pouvoir s'y plonger parce qu'on a un document synthétique que vous pouvez télécharger ou lire, qui permet en un clin d'œil de visualiser tout ce qui est débouché, domaine de professionnalisation avec des exemples de métiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pas mal, que ce soit au salon d'étudiants ou quand on intervient dans les lycées. Et voilà, c'est vraiment de qualité. Donc, je vous incite vraiment à y aller. Alors, je vais vous présenter le calendrier. Est-ce que n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, on y répondra. Alors, le calendrier des actions liaison lycée-université. Donc, tout au long de l'année, on propose aux lycéens et aux familles de venir nous rencontrer. Alors, la première étape cette année, c'est le salon de l'étudiant. Donc, le salon de l'étudiant, il a lieu dans les locaux de Alpexpo à Grenoble. Cette année, il aura lieu vendredi 9 et samedi 10 décembre. Donc, vraiment, c'est le premier événement incontournable qu'il faut faire. Soit les enfants ils vont seuls, soit vous venez avec eux, bien sûr. On a un quartier qu'on appelle quartier UGA. Donc, dans ce quartier UGA, vous allez retrouver toutes les formations, que ce soit les licences, les BUT, Grenoble INP, Sciences Po, Polytech, l'IAE. Donc, il y a vraiment toutes les formations qui sont là et qui sont là pour répondre à vos questions. Et vous avez aussi un stand de vie étudiante, voilà, pour répondre à toutes les questions concernant la vie étudiante. Deuxième événement, vous avez le forum post-bac. Alors là, ça a lieu à Valence. Donc, ça aura lieu le vendredi 13 et samedi 14 janvier, pardon. Voilà, donc là, n'hésitez pas aussi à vous y rendre. Le gros événement qu'on organise chaque année, c'est la journée du lycéen. Alors, depuis 2 ans, on l'a fait en distanciel, mais vraiment, cette année, on a bon espoir de la faire en présentiel. Donc, elle aura lieu le mardi 24 janvier. Donc, quand on dit porte ouverte, c'est-à-dire qu'on ouvre le campus aux lycéens. Ils peuvent venir toute la journée assister à des conférences dans toutes les formations de l'UGA. Ils peuvent rencontrer des enseignants, ils peuvent rencontrer des étudiants, ils peuvent poser aussi toutes leurs questions sur la vie étudiante. Donc, c'est vraiment le gros événement qu'il ne faut pas rater pour construire son projet de l'orientation post-bac. Une nouveauté qu'on va organiser cette année, c'est des cours ouverts. Alors, ces cours ouverts, là, on les destine aux élèves de première. Cette campagne de cours ouverts aura lieu du 17 au 24 mars. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cours ouverts? Cours ouverts, c'est des enseignants de l'UGA qui vont proposer 4-5 places dans leurs cours, soit en amphi, soit en TD, pour que les élèves de lycée puissent aller voir ce que c'est d'assister à un cours dans telle matière, dans telle formation et voir si ça leur plaît. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un moment. On avait déjà expérimenté il y a 2 ans, mais là, on va essayer de proposer une offre assez conséquente. Donc là, les cours ouverts seront plus à destination des élèves de première. Voilà. Alors, du coup, vous avez des questions peut-être sur le calendrier? Ah oui, la journée du lycéen, oui, c'est un jour de cours. Après, c'est vrai que les lycées ont l'habitude d'envoyer leurs élèves ce jour-là. Donc, normalement, c'est prévu dans les établissements. Pour ceux qui sont loin, c'est vrai que je comprends la difficulté de se déplacer. Après, ça peut être aussi la possibilité de s'informer peut-être à distance aussi. Avec Alice, on met pas mal de choses en ligne pour les parents, les élèves qui peuvent être éloignés et qui ne peuvent pas forcément se déplacer sur les campus. Alors, les cours ouverts, oui, ça sera pour les élèves de première, parce que nous, on destine plutôt la JDL aux élèves de terminale. Et voilà, pour les premières, avant, on faisait un dispositif qui s'appelait Sub-Première Rencontre, et du coup, qui va devenir cours ouvert et plutôt pour les élèves de première.
Alors, quelle différence entre le salon de l'étudiant et le forum post-bac? C'est à peu près similaire, à part que le forum post-bac, du coup, c'est à Valence et sont présentées les formations de l'Université Grenoble-Alpes pour Valence, mais également tout ce qui est BTS, classe prépa, école spécialisée. Pour s'inscrire au cours ouvert, alors on mettra tout en ligne sur Alice et on enverra le programme au lycée à partir du mois de janvier. Alors là, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. La journée c'est une journée porte ouverte. La journée du lycéen, bien sûr, c'est une journée porte ouverte. C'est vraiment une journée porte ouverte pour nous à l'université. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, donc je vais continuer. Alors, on va passer à la partie comment se déroule une année à l'université. Donc, je vais vous lancer un petit quiz. Alors, quelle est la durée des études en bachelor universitaire de technologie? 2 ans, 3 ans, 4 ans. Combien faut-il de crédits ECTS pour valider un diplôme de licence? 240, 180, 120. Je ne sais pas ce que sont les ECTS. Le calendrier pédagogique de l'année a lieu d'octobre à août, de novembre à juin ou de septembre à juin. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Je demanderai de couper mon micro. Il y a encore un petit peu des micros ouverts. Merci. Non, ça a fini. Sans, j'ai rien écouté, ça. Alors, du coup, je vous laisse encore quelques secondes. Voilà. Alors, donc, on a quelle est la durée des études du bachelor universitaire de technologie? En 3 ans, 72%, 2 ans, 18% et 10%, 4 ans. Combien de crédits pour valider un diplôme de licence? 240, 11%, 27%, 180, 120, 4%. Je ne sais pas ce que sont les ECTS, 58%. Bah, c'est bien, on va vous expliquer ça. Le calendrier pédagogique de l'année universitaire se déroule d'octobre à août, 14%, de novembre à juin, 12% et de septembre à juin, 73%. C'est pareil, on va vous expliquer tout ça. Je vais laisser la parole à Florence. Florence? Je ne sais pas si Florence, elle est là. Bon, qu'elle a été déconnectée. Elle est là? On n'entend pas alors. Florence, on ne t'entend pas? On ne t'entend pas parler, Florence. Je ne sais pas si tu peux. Ouais, écris-lui, s'il te plaît. Excusez-nous, un petit souci technique. Je vais laisser attendre un petit peu. Ah.
Voilà. Alors, je suis désolée, je n'arrivais pas à activer mon micro. Il y avait un petit souci Oui, technique. Donc, désolée, c'est voilà. moi. Non, non, c'est pas de problème. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, les diplômes et le système LMD, ce qui va permettre de répondre aux questions auxquelles, enfin, voilà, donner des compléments. Alors, attends, pas trop vite, Marine. Donc, à l'université et dans l'enseignement supérieur, on peut préparer différents types de diplômes. Et ces diplômes s'inscrivent dans un système qu'on appelle LMD pour licence, master, doctorat. Donc, c'est un système qui est commun à toute l'Union européenne et même au-delà. Et la licence, c'est un diplôme qui se prépare à Bac+3, le master, un diplôme qui se délivre à Bac+5 et le doctorat à Bac+8. Donc, c'est aussi un système qu'on appelle 3-5-8. Dans ce système, chaque diplôme est acquis lorsque on a validé un certain nombre de crédits qu'on appelle ECTS en anglais, ça veut dire European Credit Transfer System, et qui sont un système, en quelque sorte, une monnaie d'échange entre les différentes universités. On peut acquérir des ECTS dans une université ou dans une autre et les transférer, les capitaliser et pour finir, obtenir une licence si les ECTS correspondent à un niveau licence. Donc, à l'Université Grenoble-Alpes, on prépare ces 3 diplômes, licence, master, doctorat. On prépare aussi des BUT, qui, comme vous l'avez dit, depuis 2 ans, sont des diplômes qui se préparent en 3 années et qui ont donc remplacé les DUT. Peut-être, Marine, si tu peux mettre… voilà. Les BUT sont un cas particulier de licence professionnelle. C'est pour ça que c'est dessiné un peu à cheval sur les licences. Les licences professionnelles sont des années supplémentaires auxquelles on peut avoir accès à Bac+2, c'est-à-dire après avoir déjà acquis 120 ECTS, soit en licence, soit en BUT. Et ce sont des licences qui sont à vocation, comme leur nom l'indique, professionnalisantes. Peut-être, Marine, la suite ? Alors, pour résumer la différence entre une licence et un BUT, une licence, c'est un enseignement généraliste qui délivre un diplôme en 3 ans. La majorité des étudiants qui sont en licence poursuivent leurs études en master pour une spécialisation et une professionnalisation qui n'est pas acquise en licence. Au contraire, le bachelor universitaire de technologie et les licences professionnelles sont des enseignements professionnalisants. Ce ne sont pas les mêmes méthodes pédagogiques. Il y a beaucoup plus de mise en situation professionnelle qui sont insérées dans la formation. La poursuite d'études est possible en master, mais sous condition, parfois après une expérience professionnelle dans la vie active, puis un retour en formation ensuite. Je dis parfois. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le BUT est un diplôme en 3 ans, la licence professionnelle est un diplôme à Bac+3, accessible après avoir déjà acquis 120 crédits ou l'équivalent de 120 crédits, c'est-à-dire après un BTS, après une 2e année de BUT ou après une 2e année de licence. Marine, peut-être, si tu peux me mettre la suite. Alors, juste pour vous dire un peu ce qu'il advient des étudiants qui ont acquis une licence professionnelle ou un master, ils sont embauchés, ils ont un taux d'insertion professionnelle qui varie selon les différentes mentions, mais globalement de 95% à 6 mois, alors que les étudiants en licence, eux, sont en majorité en poursuite d'études, c'est-à-dire qu'ils ne s'intègrent pas après une licence dans la vie professionnelle, ils choisissent de poursuivre en master. Je n'ai pas les taux d'insertion professionnelle en BUT puisque jusqu'à cette année, aucun diplôme de BUT n'a été délivré puisque nous arrivons dans la dernière année du BUT. Nous arriverons dans la dernière année du BUT l'année prochaine. Donc, il y a toute raison de penser que le taux d'insertion professionnelle en BUT sera de l'ordre de 95%. Voilà, il n'y a aucune raison de penser différemment. Alors, Marine, si tu peux me mettre la suite. Il y a également d'autres diplômes qui sont préparés à l'Université Grenoble-Alpes qui ne rentrent pas dans ce système licence, master, doctorat, au moins au début, qui sont des diplômes auxquels on peut se préparer dès le bac. Alors, il y a les écoles à prépa intégrée, celle de Grenoble INP par exemple,
les écoles de sciences politiques, l'école de sciences politiques et l'école d'architecture qui, toutes les deux, Sciences Po et architecture, délivrent un diplôme à Bac+5. Ensuite, peut-être Marine, s'il te plaît. En dehors de l'UGA, il y a et bien évidemment les formations que peut-être vous connaissez qui sont dispensées en lycée et qui donc ne sont pas liées à l'université, qui sont les formations de BTS, les formations de classe préparatoire et j'aurais pu ajouter les formations d'instituts de formation en soins infirmiers, les IFSI. Marine, s'il te plaît, la suite. Voilà. Alors, entre toutes ces formations, alors voilà, oui, les diplômes d'ingénieur, je les ai positionnés, on sort à Bac+5 au même niveau qu'un master, mais on entre après une prépa, intégrée ou non, après éventuellement un BTS, après éventuellement une licence, après éventuellement un BUT, évidemment avec des passerelles et des conditions différentes. Marine, si tu peux mettre l'affichage suivant. Donc, ici sont matérialisés, non, je reviens un petit coup. Ici sont matérialisés en jaune les différentes passerelles. Peut-être si tu peux revenir, voilà. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais juste pour vous signifier qu'il y a des passerelles dans tous les sens, qu'on peut rejoindre une licence après une classe prépa, on peut rejoindre une licence professionnelle après une licence, on peut rejoindre un diplôme d'ingénieur après, évidemment, une prépa intégrée, c'est leur vocation, c'est même garanti. Voilà, il y a différentes sortes d'orientation et même d'orientation post-bac. Vous aurez tous ces détails sur toutes les fiches et tous les sites dont Marine a parlé tout à l'heure, donc je ne veux pas du tout rentrer dans ce détail. Je voulais juste vous présenter l'architecture globale du système de formation dans l'enseignement supérieur. Peut-être la diapo d'après, Marine, s'il te plaît. De questions, Florence, déjà sur… Ah oui, pardon. Oui, bien sûr. Ouais, donc si je peux te les communiquer. Alors, on me demande, est-ce qu'il existe encore le niveau de maîtrise? Alors, le niveau maîtrise, oui, il existe encore sur demande à Bac+4, mais ce n'est pas un diplôme qui, disons, est reconnu dans l'espace européen. Il existe de moins en moins, c'est comme le niveau DUG, ça n'existe plus vraiment puisque les diplômes sont un peu normalisés, Bac+3, Bac+5 et Bac+8. Il y a pas mal de questions aussi sur les BUT. On nous demande si les BUT sont pour les bacs généraux. Et est-ce qu'après on peut à BUT aller vers des écoles de management ou de commerce? Alors, donc tout ça, il faudra regarder je vais répondre vraiment super général. La réponse est oui, on peut poursuivre ses études après un BUT avec des conditions, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, on peut poursuivre ses études après un BUT. Pour avoir plus de détails, il faut vous rapprocher des fiches sur ces différentes formations. Il y a Edith Clavel qui se proposait de répondre. Mais Edith, elle n'a pas pu se connecter parce que si, elle est là. Ah, elle est là, super. Il faut lui activer le micro, s'il te plaît, Athéna. Mais par contre, il faut lui activer son micro. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas sûre qu'elle soit là, parce qu'il y a 5 minutes. Elle vient de m'envoyer un message. Ah, ok, super. Très bien. On a quelques enseignants qui sont là avec nous ce soir, donc voilà. Normalement, Edith, on a activé le son. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok, super. Bon, merci. Donc, effectivement, je suis une parent aussi d'un enfant de terminale, mais je suis la directrice adjointe de l'IUT1. Et effectivement, donc, après un BUT, on peut effectivement poursuivre ses études, il n'y aura pas de souci. Surtout qu'effectivement, le BUT sera proposé massivement en 3e année en alternance, qui peut donc être, on va dire, l'expérience professionnelle qui peut être la condition, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, pour faire une poursuite d'études. Les différents bacs qui sont acceptés à l'entrée du BUT, eh bien, il y a à la fois les bacs techno et les bacs généraux, bien sûr. Il n'y a pas de… de porte qui se ferme de ce côté-là. Et donc, après un BUT d'une spécialité du domaine du tertiaire, bien entendu qu'on peut rentrer dans une école de commerce. Oui, tout à fait. Bien entendu, tout est sujet au niveau du candidat, hein, de l'étudiant à l'issue de son BUT, puisque ce n'est pas nous qui décidons qu'il va poursuivre ses études, c'est l'école dans laquelle il candidate qui va accepter ou non le dossier.
sais pas si j'ai répondu. Ouais. OK, merci beaucoup, Edith. Donc, peut-être, Marine, si on peut passer la diapo d'après. Oui, bien sûr. Alors, donc je vais rester sur l'organisation pédagogique dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est très, très large. Il y a beaucoup de… je vais essayer de donner juste les grandes lignes. Bien sûr, il y a des détails qui sont particuliers à chaque formation. Donc, l'organisation pédagogique, c'est une organisation en semestre et en unités d'enseignement, qu'on appelle des UE. Les unités d'enseignement, elles regroupent plusieurs types d'enseignement. Elles peuvent regrouper des cours, des travaux dirigés, c'est-à-dire les cours, ça veut dire des cours magistraux en grand amphi, des travaux dirigés, ça veut dire des travaux dans une classe d'une trentaine d'élèves, parfois 30 à 35, des travaux pratiques qui sont en général plutôt de l'ordre de 15 à 16 personnes avec un enseignant. Ça peut être également aussi des stages, des sorties terrain, des mémoires. Donc, il y a différentes activités pédagogiques qui contribuent à l'unité d'enseignement. Chaque unité d'enseignement doit être validée par une note supérieure ou égale à 10. Donc ça ne change pas. Il y a plusieurs épreuves examinatoires pour chaque unité d'enseignement, dépendant de chaque unité d'enseignement. Le contrôle continu en licence, par exemple, compte pour au moins 50% de la note terminale. Ce qui veut dire que le schéma classique qui est l'examen, on le passe une fois à la fin de l'année, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a différentes notes qui contribuent à la validation avec des coefficients différents qui contribuent à la validation de chaque UE. Le principe à l'université, c'est également qu'il y a 2 chances pour les examens terminaux, donc pas pour ceux de contrôle continu, mais ceux d'examens terminaux. Donc, il y a une session au mois de mai et une session au mois de juin pour les étudiants qui n'auraient pas validé, ce qui fait que l'année universitaire commence effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure et comme la plupart d'entre vous le savez, au tout début septembre et se termine au maximum au fin juin. Les règles de progression, c'est-à-dire les règles de passage dans l'année suivante, donc quand on est en première année, la règle pour passer en deuxième année est liée à la validation de chacun des semestres indépendamment. On doit valider les UE dans un semestre et chaque semestre indépendamment, avec une compensation selon des règles qui sont définies pour chaque formation. Donc, le calendrier pédagogique est du 1er septembre au 30 juin. Il y a 5 semaines d'interruption pédagogique au cours de l'année. Donc, une semaine correspondant au début novembre, 2 semaines à Noël, enfin au moment des fêtes de fin d'année, une semaine au mois de février et une semaine au printemps. L'assiduité est obligatoire aux activités pédagogiques. Donc, n'ayez pas crainte que vos futurs étudiants soient lâchés dans la nature et ne soient pas obligés d'aller en cours. Ils sont bien sûr obligés de participer aux différentes activités pédagogiques. Alors, c'est là que j'explique un peu ce que sont les ECTS. L'université, au travers de tous des diplômes qu'elle délivre, est intégrée à l'espace européen de la formation, ce qui permet à chaque personne qui est formée en Europe de pouvoir échanger ou compléter sa formation à l'étranger sans perdre ce qu'il a fait dans son propre pays. Donc, ça facilite aussi les réorientations, la mobilité internationale et même la reprise d'études. C'est-à-dire que si on a validé certains crédits ECTS, on les garde pour toute sa vie. Alors, chaque UE, chaque semestre, chaque diplôme a une valeur en ECTS. Ce que ça veut dire, c'est que quand on valide une UE par une note supérieure ou égale à 10, on acquiert un certain nombre de crédits ECTS qui sont définis au préalable. Normalement, à l'université, une UE, c'est à peu près 6 crédits ECTS. Qu'on valide avec une note de 10 ou avec une note de 15, on valide le même nombre de crédits ECTS. On a juste validé les crédits. Et à la fin, on fait les comptes. Pour obtenir une licence ou un BUT, il faut avoir obtenu 180 ECTS. Alors évidemment, pas n'importe lesquels. Pas 180 ECTS en redoublant 3 fois sa première année. Hein. Ce n'est pas l'idée. C'est 180 ECTS avec une certaine progression et un certain programme. Donc, mais globalement, c'est ça. Une licence, c'est 180 crédits. Un semestre, c'est 30 crédits. Un master, c'est 120 crédits ECTS. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les formations ne délivrent pas d'ECTS.
Les prépas ne délivrent pas de CTS. Certains diplômes d'école ne délivrent pas de CTS. Les IFSI ne délivrent pas de CTS. Mais il peut y avoir des équivalences accordées par l'université dans le cadre de conventions. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça permet, entre guillemets, de ne pas perdre d'année. Voilà, on peut passer à la diapo d'après. Ah, bah, c'est un petit quiz. Marine, je te laisse la place. Oui. Alors, du coup, on va faire encore un nouveau petit quiz. Donc, je vais lancer les questions. Hop. Alors, l'université ne propose en première année que des formations non sélectives. Oui ou non, je ne sais pas. Les bacheliers de l'académie sont prioritaires pour accéder aux formations universitaires. Oui, non, cela dépend des formations, je ne sais pas. Et les candidats peuvent demander à bénéficier d'un dispositif oui-si. Oui, non, je ne sais pas ce que c'est le oui-si. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Encore quelques secondes. Je vais mettre fin au sondage. Alors, on va partager les résultats. Du coup, on a l'université ne propose que en première année que des formations non sélectives. Oui, 12%, non, 70%. Je ne sais pas, 19%. Les bacheliers de l'académie sont prioritaires pour accéder aux formations universitaires. Oui, 37%, non, 21%. Cela dépend des formations, 32%. Je ne sais pas, 10%. Ensuite, les candidats peuvent demander à bénéficier d'un oui-si, oui à 40%, non à 3%, et je ne sais pas ce que c'est un oui-si, 57%. Bah, du coup, Florence va vous Alors oui, expliquer tout ça. je reviens rapidement. Donc, l'université ne propose que des formations non sélectives. La réponse est non. Elle propose également des formations sélectives. Par exemple, les BUT sont des formations sélectives, mais il y a aussi des licences sélectives. Les bacheliers de l'académie sont prioritaires pour accéder aux formations universitaires, oui, dans la mesure où elles ne sont pas sélectives. Donc, je vais y revenir après aussi. Les candidats peuvent demander à bénéficier d'un dispositif WICI. Non, ce n'est pas eux qui choisissent, ce sont les responsables de formation. Et je vais vous expliquer ce que c'est que le WICI pour la majorité des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Alors, donc là, on va parler de Parcoursup. Donc, qu'est-ce que c'est Parcoursup? C'est une plateforme d'information, de candidature et d'affectation dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a actuellement pratiquement 20 000 formations qui sont présentes sur Parcoursup. En fait, toutes les formations, pratiquement toutes les formations en lycée, en école, en université, dans le domaine privé, dans le domaine public. Il reste quelques formations qui ne sont peut-être pas dessus, mais c'est vraiment minoritaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vos enfants vont pouvoir exprimer des candidatures, 10 candidatures, exprimer ce qu'on appelle des vœux dans une phase qui se déroulera entre janvier et mars-avril. Ce qui est très important, c'est qu'ils soient renseignés sur les candidatures, ce qu'ils font, sur ce qu'ils souhaitent faire avant le mois de janvier. D'où l'intérêt de participer aux différents salons et de se renseigner sur les différents sites dont, par exemple, Marine a parlé, de venir à la JDL dans cette phase qui prépare la formalisation de la candidature afin de bien être candidat sur des formations qui intéressent. Hein, c'est pas juste je suis candidat, mais je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Parce qu'après, le risque, c'est qu'on soit affecté dans une formation dans laquelle on n'avait pas vraiment envie d'aller. Hein. Donc, il faut vraiment faire des candidatures vers ce qui plaît sans autocensure. Faire vraiment ce qu'on a envie de faire.
Donc, cette phase de candidature, elle se fait en anticipant de façon à construire un projet de formation qui soit cohérent d'une part avec ses aspirations, c'est ce que je disais, donc pas faire quelque chose au pif juste parce que ça fait bien, il faut vraiment avoir envie, et s'engager vraiment dans la compréhension de ce que va être cette formation, de ce qu'elle peut apporter. S'informer sur les contenus, les débouchés, l'organisation de la formation afin que ça puisse coller à ce que chaque élève, chaque étudiant est capable de mettre comment il est capable de s'investir dans ses études. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas du tout, qui serait particulièrement intéressé par les formations pratiques et théoriques, et disons, qui mettent en œuvre les mains, il ne faut pas qu'il aille, il faut peut-être qu'il fasse attention à ne pas trop aller en licence, parce qu'on va lui demander sans doute beaucoup plus de travaux qui sont qui sont plus intellectuels ou plus abstraits, qui pourront ne pas lui convenir. Voilà. Il ne faut pas négliger la rédaction du projet de formation motivé, qui est très importante, ne serait-ce que pour l'élève, pour se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui me motive dans la formation pour laquelle je postule. Il faut formuler aussi au moins un vœu dans une formation non sélective. Je reviendrai sur ce que c'est la formation non sélective un petit peu plus loin et pourquoi il faut formuler ce vœu dans une formation non sélective. Alors ensuite, une fois la phase de candidature passée, qui est en fait dans le camp des étudiants, des futurs étudiants, il y a une phase qui se déroule entre avril et juin, qui est un examen des vœux par des commissions d'examen des vœux. Alors, ces commissions, c'est des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'université qui se réunissent et qui étudient chaque dossier. Ils vont étudier chaque dossier et donner une réponse à la candidature. Cette réponse, elle pourra être de différents types, je reviendrai après. En tout cas, elle sera toujours donnée d'après les attendus de chaque formation qui sont présents sur les fiches Parcoursup, et je vais vous montrer après où est-ce que vous pouvez les trouver. Vous pouvez également trouver sur les fiches Parcoursup de chaque formation ces critères d'examen des vœux. Donc, qu'est-ce que les commissions vont chercher dans les dossiers, quel type d'informations ils vont chercher. Et les commissions rédigent aussi des rapports qui sont aussi à consulter sur Parcoursup et qui sont destinés à aider les candidats à constituer leur dossier. Moyennant tout ça, ces commissions établissent un classement pédagogique, c'est-à-dire une liste des candidats en classant en quelque sorte les candidats qui ont le plus en premier, les candidats qui ont probablement le plus de chances de réussir, et en dernier, ceux qui ont moins de chances de réussir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les prendre, ça veut simplement dire que ça leur permet, ça permet aux commissions pédagogiques de prendre en compte des situations de besoins spécifiques, donc sportifs de haut niveau, artistes de haut niveau, handicap, mais surtout, ça permet de prendre en compte des situations où le candidat est légitimement, et on n'a pas à se prononcer là-dessus, intéressé par une formation, mais ce qu'il a fait antérieurement, ou la motivation qu'il exprime dans son projet de formation motivé, sont peu en adéquation avec les exigences de la formation. Et là, la commission d'admission, elle peut proposer ce qu'on appelle un oui-si, c'est-à-dire oui, bien sûr, viens dans ma formation, mais tu devras suivre des dispositifs de remédiation, soit méthodologiques, soit disciplinaires, c'est-à-dire, par exemple, tu n'as pas fait assez de langues, donc on va te dire, tu veux faire du chinois, mais tu n'en as jamais fait, très bien, il n'y a pas de problème, mais on va te demander de suivre des cours en plus pour te remettre à niveau par rapport à ceux qui en avaient déjà fait. Voilà, c'est ce genre de choses, et c'est ça qu'on appelle les oui-si. Alors, ce classement pédagogique, il est modifié dans un deuxième temps par les rectorats pour intégrer d'une part une priorité aux bacheliers de l'académie. Donc, ça veut dire que quand vous êtes candidat à une formation non sélective et que vous êtes dans votre académie, vous aurez une priorité par rapport aux bacheliers qui viennent d'autres académies. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous souhaitez faire une licence, on va dire, de STAPS, par exemple,
il faut que vous soyez candidat dans votre académie. Au minimum, il faut que vous exprimiez un vœu dans votre académie. C'est des formations qui sont très demandées, par exemple, si je prends la formation STAPS. Si vous demandez une formation de STAPS dans l'académie de Clermont-Ferrand ou à Lyon, vous risquez d'être moins prioritaire qu'un candidat qui serait domicilié dans cette académie. Donc, faites bien attention à faire un vœu dans votre académie. L'académie, ce n'est pas le lieu où on étudie, c'est le lieu où les parents sont domiciliés. D'accord ? Ensuite, ce classement pédagogique est ensuite modifié pour intégrer un taux minimum de boursiers qui est déterminé chaque année en fonction du nombre de candidats qui sont boursiers pour chaque formation. Voilà, on peut prendre la diapo d'après ou des questions, je ne sais pas s'il y en a déjà. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver comme information sur les fiches Parcoursup ? Alors, vous avez, donc là, j'ai mis un exemple. Vous avez des informations sur l'établissement qui dispense la formation, sur les compétences et les connaissances attendues. Donc là, ce n'est pas ce qui est affiché, hein. Il y a un menu à gauche. Alors, attendez, peut-être que je pourrais… Je ne sais pas si je peux mettre un pointeur. Attendez, comment je fais? Ce serait plus simple que je puisse mettre un pointeur, mais j'y arrive pas. Bon, OK. Donc, sur le menu de gauche, là, voilà, vous avez établissement, des infos sur l'établissement. Si vous cliquez dessus, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va vous indiquer, voilà. Vous avez des informations ensuite sur les connaissances et les compétences attendues. Donc, ça, c'est très important à lire. Vous avez des informations sur les critères généraux d'examen des vœux, c'est-à-dire comment les commissions d'examen des vœux vont examiner vos dossiers, sur les débouchés, et enfin, un contact sur les chiffres clés de la procédure, c'est horrible, de la procédure précédente. Et vous avez aussi dans la rubrique connaissances et compétences attendues, si vous descendez tout en bas, les parcours conseillés par la formation en première et en terminale. Alors, attention, ça ne veut surtout pas dire, donc là, je ne sais plus ce que j'avais mis, j'avais dû mettre licence de chimie. Ça ne veut surtout pas dire que si vous n'avez pas suivi ça, vous n'allez pas être pris. Hein, c'est absolument pas ça. Si vous n'avez pas suivi ça, on va regarder attentivement vos dossiers, les notes que vous avez obtenues, vos motivations, et peut-être éventuellement, on vous conseillera, enfin, on vous imposera de suivre des dispositifs WICI. Voilà, si tu peux passer à la diapo d'après, Marie. Il y a des questions, Florence, si tu veux, Ouais. je peux t'en dire quelques-unes. Il y a des questions sur l'ACPAS. Alors, c'est après. Oui, il y a des questions sur est-ce que si on demande STAPS dans l'académie, on sera obligatoirement pris si on est de l'académie? Alors, la réponse est oui. Cette année, tous les étudiants de l'académie ont été pris. On se fait un point d'honneur à prendre tous les étudiants, tous les candidats. Après, ça peut mettre du temps et je vais vous expliquer pourquoi ça peut mettre du temps et ça peut arriver. La réponse positive peut arriver fin août. Mais je vais vous expliquer après pourquoi. Et après, on nous demande si est-ce qu'on peut avoir accès à la carte du secteur si on dépend de Lyon ou Grenoble. Alors, je pense que ça fait partie des informations qui sont sur les fiches Parcoursup. La réponse est assez simple. La carte du secteur, c'est par défaut. Vous êtes dans l'académie de Grenoble. Vous avez, on ne peut pas restreindre l'académie. Il y a justement pour STAPS une petite différence. Les élèves qui sont scolarisés en Isère doivent demander STAPS Grenoble et ceux qui sont scolarisés en Drôme-Ardèche doivent demander STAPS Valence. Parce que sinon, ils ne seront pas considérés comme prioritaires voilà. Et ceci, quel que soit le sport, l'option sportive qu'ils souhaitent faire. Là, tout ça, c'est en dehors des sportifs de haut niveau hein, qui sont traités à part. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des lycées qui sont prioritaires par rapport à d'autres? Non. Par exemple, voilà, est-ce qu'un lycée public ou privé va être prioritaire non, par rapport pas. à un autre lycée ou… Non, ce serait de la discrimination. Donc non. Tout à fait. Il n'y en a pas. Il n'en est pas question. Okay, voilà. Donc peut-être tu peux passer à la suite. Alors, il faut que tu reviennes en arrière, voilà. Donc, une fois que vos enfants auront fait des vœux, que les commissions se seront réunies,
elles vont rendre un retour, elles vont rendre une réponse aux vœux qui arrivent. Donc cette année, par exemple, c'était le 2 juin. Et elles peuvent répondre différentes choses en fonction de leurs caractéristiques. Donc, si vous avez demandé une formation non sélective, qui sont par exemple une licence, un pass, alors les IFSI, je pense que ce n'est pas dans la bonne case, hein, c'est sélectif les IFSI. Je me suis trompée. OK, donc si vous avez demandé une formation non sélective, on ne peut vous donner que 2 types de réponses. Soit un oui, proposition d'admission, soit un oui, si, donc proposition d'admission dans tous les cas, mais sous condition d'acceptation d'un aménagement pédagogique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le dossier, la commission a décelé quelque chose qui est de nature à ne pas vous donner a priori toutes les chances de réussir, et donc ne vous propose pas d'admission sans que vous acceptiez ce dispositif d'aménagement. Donc les oui-si, ce n'est pas vous qui les demandez, c'est la commission d'examen des vœux qui les propose, et en fait même qui les impose. La deuxième chose, c'est que si vous avez demandé une formation sélective, qui peut être un BUT, une classe prépa, un BTS, les formations de Sciences Po, j'ai oublié l'ENSAG, mais l'ENSAG, la prépa des INP, peut vous dire oui, proposition d'admission, ou on peut vous répondre non, et à ce moment-là, vous ne pourrez pas accéder à cette formation. On ne pourra pas vous dire un oui, mais je vous aide. D'accord? C'est la différence. Alors, si vous ne voulez pas vous retrouver rien qu'avec des noms, il faut évidemment combiner des vœux en formation sélective et en formation non sélective. Sinon, vous avez un risque potentiel de vous retrouver avec des formations qui vous disent non. De la même façon, si vous n'exprimez que des vœux en dehors de votre académie, vous risquez d'attendre très longtemps. D'accord? On peut avoir des formations non sélectives hors académie, mais vous pouvez avoir très longtemps. Alors, juste un petit bémol, les formations sélectives, il n'y a pas d'histoire d'académie. Pour les formations sélectives, vous pouvez faire un vœu n'importe où en France. Il n'y a pas de priorité académique. C'est juste une priorité sur le dossier. Alors, il peut y avoir quand même un autre type de réponse. C'est oui ou oui si, mais en attente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les capacités d'accueil de la formation, qui sont définies et indiquées sur les fiches Parcoursup, sont momentanément dépassées. Ben oui, parce que chaque candidat fait 10 vœux. Il va pouvoir en accepter un seul à la fin. Mais comme il en a fait 10, il peut avoir, dans le meilleur des cas, 10 réponses positives. Et donc, il bloque 10 places. Et donc, il faut attendre que cet étudiant qui a eu 10, ce candidat qui a eu 10 propositions, choisisse parmi les propositions, renonce à certaines pour libérer des places. Et donc, il est possible que vous ayez une réponse « oui » en attente. Ce que ça veut dire, c'est que dès que possible, en fonction des désistements, une place vous sera proposée. Donc, cette année, nous avons à l'Université Grenoble-Alpes, pour les licences non sélectives, pu admettre absolument tous les candidats de notre académie, néo-bacheliers, qui avaient formulé un vœu dans ces licences. Je crois qu'il est resté, parmi les 5000 candidats en licence de psychologie, 4 dossiers, mais qui ne correspondaient pas à des néo-bacheliers, qui correspondaient à des étudiants en reprise d'études, qui n'ont pas pu avoir de proposition en psychologie. Mais sinon, dans toutes les autres formations, on a pu donner une réponse positive à tous les bacheliers pour les formations non sélectives. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, prenez votre mal en patience. Peut-être la suite? Nous avons une question, plusieurs questions, Florence. On essaie de les répondre par le chat, mais il y en a tellement que… D'accord, Voilà. ok. Et, du coup, il y avait une question sur la prise en charge des étudiants en situation de handicap. Oui. Est-ce que quand ils vont candidater sur Parcoursup, ils auront leur situation qui sera prise en compte? Donc, ça, je ne me souviens plus exactement comment ça marche. Effectivement, ils ont un tag, mais je vais en reparler après.
en fonction de leur situation de handicap et des exigences liées à leur situation de handicap, on peut saisir une commission de l'académie qui s'appelle une KES, j'en parle après, qui peut les affecter dans une formation et prendre une place, disons, de droit. Hein. Donc, il y a différentes possibilités pour les personnes en situation de handicap. Après, le classement qui est fait par les commissions d'examen des vœux, c'est un classement pédagogique. Donc, handicap ou pas handicap, le classement est pédagogique et on tient compte évidemment de tous les paramètres. Aussi, une autre chose, c'est que la situation de handicap, c'est l'étudiant qui la déclare. S'il ne la déclare pas, on ne peut pas le savoir. D'accord ? Voilà. On a encore d'autres questions, beaucoup de questions pour savoir si une formation est sélective ou non sélective. Donc alors, là, j'arrive après. Voilà, il suffit Donc là, de ça, regarder sur Parcoursup. Voilà, il faut aussi. regarder sur Parcoursup. Ouais. Là, j'ai donné les grands principes. Hein. Tous les BUT, les CPGE, les BTS, Sciences Po, etc., la prépa des INP, tout ça, c'est des formations sélectives. Pour les licences, le PASS et les LAS, ce sont des formations non sélectives. D'accord. On avait une autre question, Athéna? Attends. Est-ce que chaque bachelier aura au moins une place assurée s'il fait une dizaine de vœux? Alors, la réponse est, je ne peux pas me garantir, hein, je ne sais rien, mais la réponse est, s'il fait des vœux en formation non sélective, oui, a priori, il aura une place. Disons que si on observe ce qui s'est passé cette année et l'année dernière, la réponse est oui. Voilà. Alors, une fois que les candidats ont reçu les propositions d'admission, ils doivent agir, ils doivent faire des choses. Alors, évidemment, ce sont eux, les candidats, qui doivent choisir parmi les propositions qui leur sont faites par les établissements d'enseignement supérieur. Ce n'est pas l'établissement qui va dire, qui va choisir à leur place. Et donc, il y a une procédure active de leur part. Il y a un calendrier qui est très bien expliqué sur Parcoursup. Les candidats reçoivent des SMS, des rappels, enfin, etc. Donc, ils ont un certain nombre de jours pour pouvoir accepter la proposition et donc répondre oui, ou bien la refuser et répondre non. Donc, s'ils ont reçu une réponse qui leur convient, ils peuvent répondre oui. Donc, ils sont admis dans la formation qui les intéresse. Ils peuvent répondre oui seulement dans une formation. Hein. À ce moment-là, ils sont inscrits. Il faut qu'ils entament leur procédure d'inscription dès qu'ils auront obtenu le baccalauréat. Et ils démissionnent automatiquement de tous les autres vœux, ce qui, de fait, libère les places qu'ils avaient bloquées en attente pour un candidat qui serait classé un peu derrière eux dans le classement pédagogique. S'ils ont obtenu une réponse non, leur vœu est automatiquement rejeté et donc effectivement, ils libèrent une place pour un autre candidat, mais en fait, ils ne sont pas classés dans le classement, donc voilà, ils n'ont rien à faire de particulier, juste à prendre connaissance du refus de la formation, de les accepter. Donc ça, c'est uniquement pour les formations sélectives. Après, il y a une option pour les candidats. S'ils ne sont pas encore, par exemple, ils ont fait une dizaine de vœux, ils ont été refusés sur 3 vœux, mais il leur en reste 7. Et parmi ces 7, il y en a un qui leur a dit oui, vous pouvez venir dès maintenant. Et un autre qui leur a dit oui, vous pouvez venir, mais vous êtes pour l'instant en liste d'attente. Et c'est justement cette formation-là qui les intéresse plus. Mais ils ne veulent pas perdre la place dans la formation qui leur a dit oui, vous pouvez venir maintenant. Donc, ils peuvent répondre oui pour l'instant, en gros. C'est-à-dire oui, mais j'attends mieux. Et donc, ils bloquent provisoirement la place dans la formation qui leur a dit oui, et ils attendent qu'une place se libère dans une formation qui plaît mieux. Alors, c'est là que Parcoursup ralentit, parce que si on ne se décide pas suffisamment vite, effectivement, l'attente peut être longue. Alors, si vous êtes vraiment décidé pour une formation qui vous a dit oui, n'attendez pas le dernier jour. Répondez oui, et puis vous n'êtes pas encore inscrit, puisqu'il faudra formaliser votre inscription avec les documents qu'il faut. Il faudra aussi, l'air de rien, obtenir le bac.
Mais voilà, libérez votre place. C'est une question, voilà, Parcoursup, ça marche comme ça, c'est une question collective. Vous êtes décidé pour une formation, vous acceptez, et puis ensuite, vous libérez votre place. Je comprends bien que c'est très, très angoissant, cette situation, parce que c'est un peu un saut dans l'inconnu, mais si vous avez bien préparé votre candidature, vos inscriptions, il n'y a pas de raison que vous ayez fait une candidature pour une formation qui ne vous plaît pas du tout. Et donc, a priori, vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse. Alors, je voulais juste faire une distinction entre formation en tension et formation sélective. Les formations en tension, on entend parfois ça à la radio ou à la télé, les formations en tension, c'est des formations qui sont les plus demandées, qui ont un nombre de candidats énorme. Par exemple, psychologie, par exemple, les IFSI, par exemple, le PASS. Elles sont limitées par leur capacité d'accueil, a priori. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont sélectives. Elles vont vous répondre oui, alors sauf les IFSI qui ne vont pas vous répondre oui, ça c'est une erreur, qui peuvent vous répondre non, mais c'est des formations qui ne vont pas vous dire, qui ne sont pas sélectives. Elles sont juste en tension parce qu'elles ont un grand volume de candidats au regard de leur capacité d'accueil initiale. Mais comme les candidats ont fait plusieurs vœux, a priori, par exemple pour le PASS, on a pris tous les étudiants qu'ils souhaitaient. D'accord ? Alors, les formations sélectives sont celles qui peuvent vous répondre non. Elles peuvent être à la fois sélectives et en tension. Par exemple, les BUT peuvent être en tension, c'est-à-dire avoir à la fois beaucoup de demandes, une capacité d'accueil qui est dans un premier temps pas adaptée au volume de candidature, et en plus, elles sont sélectives. Mais ce n'est pas la même chose, d'accord ? Donc, effectivement, sur les formations sélectives, il est très possible que vous ayez une réponse oui, mais que vous soyez définitivement en liste d'attente et que vous n'ayez finalement jamais de proposition d'admission ferme parce que la classe est remplie et quand la capacité d'accueil est atteinte, même si vous avez une réponse oui, ben, vous ne serez jamais appelé. D'accord ? Voilà. Peut-être la diapo d'après ou des questions, Marine ? Alors, il y a pas mal de questions, mais sur les formations, donc on ne peut pas détailler toutes les voilà, on va pas formations. détailler. Donc, je vous invite vraiment à consulter le catalogue de l'offre de formation ou Parcoursup, ou bien, comme va vous le dire Florence. Voilà, si toutes les réponses sont négatives, alors si on a bien écouté et si vous avez été bien accompagné dans votre stratégie de candidature, vous savez que vous avez fait des vœux dans votre académie, au moins quelques vœux pour des formations non sélectives dans votre académie, que vous avez fait des vœux pour des formations non sélectives. A priori, il ne devrait pas y avoir de réponse toute négative. Ça peut quand même arriver, si vous avez fait que des vœux en BUT, par exemple, et que tous les BUT dans lesquels vous avez demandé vous ont dit non, là, effectivement, il n'y a pas vraiment de choix. Alors, la première chose, c'est prendre rendez-vous dans votre lycée avec vos professeurs ou les services d'orientation de vos lycées, parce qu'eux, ils ont des possibilités. La deuxième chose à faire, c'est de s'intéresser à la phase complémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est la phase complémentaire ? Il y a des formations qui ont fait un classement, qui ont eu des candidats. Les candidats, début juin, reçoivent les réponses, répondent oui, non, j'accepte pas. Et finalement, il reste, après cette phase principale, des places vacantes. Elles sont bien évidemment reproposées aux candidats qui n'auraient pas déjà candidaté sur cette formation. Par exemple, vous vouliez, je ne sais pas moi, la licence anglais-allemand, et vous n'aviez pas postulé pour la licence anglais-allemand, vous aviez plutôt postulé pour la licence anglais-russe. Et puis finalement, non, ce n'est pas ça que vous voulez faire. Et puis vous dites, ah non, mais j'aimerais bien faire une licence anglais-allemand. Il reste des places dans la licence anglais-allemand. Eh bien, vous pouvez postuler en phase complémentaire sur ces places qui restent. Donc ça commence dès juin, dès la mi-juin, et puis ça se poursuit jusqu'à mi-septembre en fonction des places qui s'acceptent, qui se libèrent, etc. La deuxième possibilité de recours, c'est la commission d'accès aux études supérieures qu'on appelle la KES, qui doit être saisie par un petit bouton que vous aurez sur votre espace Parcoursup.
Et cette commission d'accès aux études supérieures, c'est une commission qui, au rectorat, siège, examine les dossiers individuellement des candidats qui ont eu des réponses négatives ou qui sont en situation de handicap ou qui sont sportifs de haut niveau ou qui doivent se rapprocher d'un conjoint. Enfin, bon, c'est des situations très, très spécifiques. Alors, cette commission, elle ne vous proposera pas une place dans une formation où vous avez été refusé. Si vous avez demandé le BUT génie électrique et que vous avez été refusé, la KES ne vous proposera pas de place en génie électrique. Elle ne vous proposera pas non plus de place dans une formation où il n'y a plus de place. Mais elle va chercher une solution en fonction de votre projet et elle va discuter, interagir avec vous pour vous proposer quelque chose sur lequel vous aviez peut-être pas envisagé et qui pourrait vous convenir. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions sont spécifiques pour les sportifs de haut niveau. Alors, sportifs de haut niveau, ça ne veut pas dire qu'on aime le sport, hein. Ça veut dire être inscrit sur une liste d'aptitude du ministère, donc il y a des conditions particulières. Et les candidats qui sont en situation de handicap, pareil, reconnus. Et dans ce cas-là, en gros, ils ont des passe-droits et des places réservées. Alors, l'accompagnement à la réussite. Donc, l'accompagnement à la réussite, il y a deux cas. Il y a l'accompagnement pour tous les étudiants, parce que tous les étudiants, quand ils arrivent à l'université, ils sont forcément un peu déstabilisés. Voilà, ils ont quitté leur lycée, souvent leur famille. Donc, voilà, il y a quelques... Il faut les accompagner, donc ils ne sont pas lâchés. Vos enfants ne seront pas lâchés dans la nature sur un campus gigantesque au milieu de 59 000 étudiants avec aucun accompagnement, ce n'est pas du tout ça. Donc, il y aura une semaine de rentrée qui va être organisée d'une part avec les responsables pédagogiques de chacun des parcours dans lesquels, chacune des licences, chacun des BUT dans lesquels ils sont inscrits. Il y aura dans cette semaine de rentrée aussi une identification des services d'appui, donc les services d'orientation, les services de la bibliothèque universitaire, le service des sports, la vie étudiante qui va intervenir juste après moi. Tous les étudiants sont accompagnés par un directeur des études qui suit et qui met en place, si besoin, un suivi individuel sur tous les aspects pédagogiques et autres qui pourraient affecter la réussite des étudiants. Il y a parfois un tutorat pédagogique qui est possible sur demande et un service des étudiants à besoins spécifiques pour tous les étudiants qui seraient en situation de handicap ou qui travailleraient, par exemple, qui auraient un travail qui serait salarié. Voilà. Donc, il y a des services qui permettent d'accompagner les étudiants pour qu'ils soient placés dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir leurs études. Et alors, l'autre catégorie d'accompagnement qui n'est donc, vous l'avez compris, proposée qu'à certains étudiants via Parcoursup, ce sont les dispositifs WICI. C'est pour certaines formations, toutes les formations n'ont pas de WICI, c'est proposé au moment de la phase d'admission, soit principale, soit complémentaire. Tous les lycéens peuvent être concernés. Pour avoir plus d'informations, consultez les rapports de commission d'examen des vœux et les critères généraux d'examen des vœux pour savoir si vous pouvez éventuellement être concerné par ça. Voilà. L'objectif de ces dispositifs, c'est de proposer en première année de licence un parcours de formation adapté au profil du lycéen afin de consolider ses compétences, ses connaissances également, qu'on estime indispensable à la réussite dans les études qu'il envisage lui-même. Alors, les dispositifs WICI à l'UGA en 2022, il y en a de trois sortes. La L1 renforcée, donc ça veut dire que, donc je vais passer rapidement parce que vous aurez plus de détails en allant sur le site Alice et en regardant la petite vidéo là, qui était juste avant, que vous trouverez aussi sur Alice. Mais en gros, il y a trois sortes de dispositifs. La L1 renforcée, donc la licence dure 3 ans. L'étudiant suit tous les enseignements de la licence la première année, mais en plus, il a du soutien par des profs qui viennent l'aider, du tutorat, par d'autres étudiants qui sont plus avancés dans le cursus et qui viennent l'aider à appréhender les méthodes et l'aider à étudier ses cours.
Un autre dispositif, c'est la licence étalée, qui est un dispositif qui concerne finalement assez peu d'étudiants et assez peu de formations, où en gros, on coupe la première année en 2 années. En première année, l'étudiant suit la moitié des enseignements de première année et en deuxième année, il suit l'autre moitié. Et il a aussi en complément quelques enseignements supplémentaires. Et puis enfin, un troisième dispositif qui est l'année propédeutique. Donc là, l'étudiant n'est pas, il candidate bien sûr pour une licence de sciences, de droit ou d'économie-gestion, puisque ce sont ces 3 types de licences qui sont concernés. Il suit des enseignements en amont de sa licence, de sa première année. Donc, il a toute une année entière avec des enseignements spécifiques, un accompagnement, personnalisé pour pouvoir aborder l'année suivante une vraie année de licence. Voilà. Et voilà, je pense qu'on est arrivé à la vie universitaire, la vie étudiante. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles je pourrais répondre bien volontiers? On a beaucoup de questions, donc on ne pourra pas répondre à toutes, Alors, malheureusement. pour Et toutes les du coup, questions, oui, voilà, pour toutes les questions qui sont spécifiques à une formation, comme vous avez vu, il y a 500 diplômes à l'université, je ne peux absolument pas répondre, ce n'est pas l'objet de la réunion oui, de répondre spécifiquement à chacune des formations. oui. Pour ça, il faut que vous alliez vraiment sur le site Alice, que vous alliez au salon de l'étudiant, à la journée du lycéen et aussi sur Parcoursup où vous avez déjà beaucoup d'informations. Oui, c'est pour ça du coup que c'est ce que j'allais dire, hein. Si on a programmé cette réunion ce soir et en septembre, alors que d'habitude on l'a fait en février, c'est vraiment pour vous dire de venir nous rencontrer, que ce soit au salon de l'étudiant, à la journée du lycéen. On intervient aussi dans les lycées. Donc voilà, là vous êtes au début de la construction du projet d'orientation. Donc vous avez tout à fait, vous avez toute l'année pas toute l'année jusqu'à la fermeture de Parcoursup. Mais voilà, vous avez le temps pour faire toutes ces démarches et que ce soit pour vous ou vos enfants. Du coup, on va passer à la vie étudiante. J'ai aussi beaucoup de questions du coup sur les sportifs de haut niveau, etc. Donc peut-être, Clara, tu pourras aussi aborder ce point-là. Alors, du coup, un petit quiz, le dernier. Alors, les demandes de bourse se font via Parcoursup, oui ou non? Où les étudiants logent-ils le plus souvent? En résidence universitaire chez leurs parents ou c'est dur à dire ce soir, en colocation, pardon. Du coup, une question aussi sur les étudiants à besoins spécifiques. Des aménagements sont possibles pour les étudiants ayant des besoins spécifiques, oui ou non? Et je ne sais pas. Donc, je vous laisse répondre quelques secondes pour vous répondre. Et c'est Clara Mastro-César qui va vous parler de tout ce qui touche la vie étudiante. Encore quelques secondes. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Alors. Voilà, donc on a les demandes de bourse se font via Parcoursup, oui pour 21%, non pour 79%. Où les étudiants logent-ils le plus souvent? En résidence universitaire, 62%, chez leurs parents, 17%, en colocation, 21%. Et ensuite, des aménagements sont-ils possibles pour les étudiants ayant des besoins spécifiques? Oui, 89%, non 1%. Je ne sais pas ce que sont les besoins spécifiques pour 10%. Je vais laisser la parole à Clara qui va vous expliquer tout ça. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui.
Oui, c'est bon. Alors, moi, je suis Clara Mastro-César. Je suis la responsable du dispositif e-campus, donc Information Campus. C'est le dispositif d'information et d'accompagnement des étudiants à la vie étudiante de l'Université Grenoble-Alpes. Alors, la vie étudiante, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va concerner la vie quotidienne et puis tout ce qui est à côté en fait, des études et de la formation. Donc, ça va être le logement, les bourses, les aides, faire son budget, la santé, le sport, la vie associative, etc. Alors, étudier, ça coûte combien? Donc, il faut savoir que le revenu d'un étudiant, il est composé de plusieurs sources de revenus. Tout d'abord, les aides familiales, donc ce que vous allez pouvoir financer selon votre situation. Ensuite, il y a toutes les aides et les bourses auxquelles votre enfant a peut-être le droit. Et enfin, les revenus salariés étudiants. Donc, si votre enfant a travaillé cet été, s'il a des économies, ou alors s'il prend un job étudiant durant l'année. Toutes les situations familiales, elles sont bien évidemment différentes. Donc, j'ai mis un budget moyen mensuel par étudiant en bas de la présentation. Il peut faire peur, mais il a pondéré en fonction des situations et des choix que vous ferez avec votre enfant. Il faut savoir que la plupart une grande partie des coûts, vous les assumez déjà, que ce soit pour l'habillement, pour le loisir, pour l'alimentation. En fait, le poste budgétaire le plus important qui va venir se rajouter, c'est le logement. Donc, en fonction de votre situation et puis de savoir est-ce que vous habitez loin du campus, etc., il va peut-être falloir freiner un petit peu le désir d'indépendance de vos enfants et peut-être qu'ils restent à la maison, au moins pour cette première année. Voilà, tout dépend de votre situation. Il faut savoir que la décohabitation, elle a un coût et que c'est un certain confort en fait de rester chez papa-maman pour commencer ses études parce qu'on n'a pas besoin de se faire à manger le soir, on n'a pas besoin de penser à ouvrir son courrier, ses factures, faire ses machines, etc. Votre enfant, il va devenir un adulte, mais il a encore besoin d'être accompagné. Donc ensuite, les aides et la bourse que votre enfant pourra peut-être avoir. Il y a plusieurs simulateurs qui existent, notamment pour la demande d'aide au logement de la CAF. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un arbitrage à faire entre les allocations familiales que vous pouvez percevoir en tant que structure familiale et l'aide au logement qui peut être demandée par votre enfant. À partir du moment où votre enfant fait la demande d'aide au logement, il sort du calcul des allocations familiales. Donc, il est parfois plus intéressant de conserver les allocations familiales complètes jusqu'aux 21 ans de votre enfant plutôt que de demander l'aide au logement. En tout cas, vous pouvez dès à présent aller sur le site de la CAF pour faire la simulation. Pour la bourse, c'est pareil, je vous recommande vivement de faire une simulation donc, sur le site du Crous. Même si votre enfant n'était pas boursier au lycée, il peut le devenir en entrant dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas calculé sur les mêmes critères. De plus, avec l'introduction de l'échelon 0 bis, votre enfant il pourra peut-être toucher au minimum 100 € par mois, ce qui n'est pas négligeable et le fait d'avoir le statut de boursier, ça permet également de l'exonérer des frais d'inscription et du paiement de la CEVEC. La CEVEC, c'est le premier impôt que votre enfant va avoir à payer, c'est la contribution à la vie étudiante. Pour la bourse, le calcul, il se fait sur les revenus familiaux, le revenu fiscal de dans les revenus de 2020, donc l'avis fiscal de 2021. On sait, l'année 2020, ça a été une année particulière pour beaucoup, donc il y a vraiment un enjeu à calculer son droit à bourse. Si j'ai un conseil, la plupart des démarches, pour la plupart des démarches, c'est vous qui détenez les informations, notamment sur les revenus. Si vous pouvez associer un maximum votre enfant dans la réalisation de ces démarches, lui apprendre à gérer un budget, à comprendre les démarches administratives, c'est un pas en plus vers l'autonomie et vous aurez moins de mauvaises surprises au moment où il devra gérer seul son budget. Donc voilà. Pour la demande de bourse, de toute façon, je pense, Marine, que la présentation vous sera envoyée ensuite.
Pour la demande de bourse, elle se fait de janvier à mai. Donc ensuite, je vais vous parler un petit peu du logement. Donc la réponse au quiz, ça va peut-être vous étonner, mais où logent les étudiants en premier lieu, c'est chez leurs parents, parce que c'est souvent, comme je vous expliquais, la solution la moins coûteuse. Ensuite, il y a les résidences universitaires du Crous. Donc la demande de logement en résidence Crous se fait au même moment que la demande de bourse, donc de janvier à mai. Les logements du Crous, ils sont accessibles sur critères sociaux, mais pas uniquement. Si votre enfant n'est pas boursier et que vous souhaitez faire une demande dans une résidence Crous, elle se fera en juillet, une fois que les tours d'attribution des logements seront terminés. Donc, ça sera les chambres ou les studios qui resteront en juillet. Si vous sentez que votre enfant il a besoin d'être accompagné d'un accompagnement renforcé, le Crous propose un dispositif qui s'appelle la résidence de la réussite. Donc, c'est un programme de tutorat entre un étudiant en première année et un étudiant plus expérimenté pour l'accompagner en fait, dans son intégration à l'université et dans la ville. Voilà, il faut candidater en ligne sur le site du Crous en même temps que vous faites votre demande de logement. Un autre dispositif de logement qui peut être très intéressant, c'est le logement intergénérationnel. Donc à Grenoble, c'est l'association Digi qui porte le projet. C'est un logement à bas coût chez un senior et en contrepartie, l'étudiant s'engage à un minimum de présence et d'échange donc avec la personne. Ça peut être intéressant pour certains profils d'étudiants, notamment si vous avez besoin d'être assuré, de savoir qu'il y a une présence, qu'il y a quelqu'un le soir voilà, qui va pouvoir échanger avec une personne plus expérimentée. Voilà, donc après, il y a toute l'offre de studios, d'appartements, de colocation. Les prix vont dépendre en fait de la typologie de logement. En tout cas, rassurez-vous, il y a assez de logements sur Grenoble pour loger tous nos étudiants. Vous trouverez peut-être des logements un petit peu moins chers en faisant vos recherches à partir de juin. Mais par contre, vous aurez à régler les 2 mois d'été. Donc, lycée sur l'année, parfois, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. En tout cas, si vous venez sur Grenoble, vous pouvez passer nous voir. Nous, on a une équipe qui est formée pour vous accompagner justement dans la recherche de logement. Donc, n'hésitez pas en amont de la recherche à venir nous voir. On est sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères. Clara, j'ai 2 questions. Oui. Est-ce qu'on peut être logé au Crous, dans les résidences du Crous si on n'est pas boursier? Et pour un enfant mineur, comment ça se passe pour le logement? Alors, oui, on peut être logé dans une résidence du Crous si on n'est pas boursier, mais par contre, il y a une priorité aux étudiants sur critères sociaux. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est en juillet qu'il faudra faire la demande de logement si on n'est pas boursier. Est-ce que j'ai répondu à la question? Et par rapport à l'étudiant mineur, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut aller chercher l'information sur le site du Crous. Merci. Si tu veux avancer de diapo. Donc, les étudiants à besoins spécifiques, donc notamment les sportifs et artistes de haut niveau, tout à l'heure, vous avez déjà eu un petit peu des informations, mais vous confirmez que des aménagements seront possibles à l'université et que vos enfants pourront continuer leur pratique. Pour les étudiants en situation de handicap, attention, à l'université, il n'y a plus de AESH ou de AVS. C'est le service accueil handicap qui accompagne les étudiants en situation de handicap pour mettre en place des plans d'accompagnement qui sont réalisés sur évaluation d'un médecin. Voilà, il y a une offre aussi sport handi-U, pour l'accès au sport. Il y a des logements au Crous qui sont spécifiques.
et des aménagements possibles. Donc, par exemple, des preneurs de notes. C'est notamment pendant les examens. Il peut y avoir des tiers-temps, il peut y avoir des salles séparées pour les étudiants qui ont besoin d'être plus au calme. Enfin, voilà. Et pour finir, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions, pas de questions. Pour Clara, finir, je merci. vous ai fait une petite présentation de tout ce qui est pratique culturelle, sportive, associative sur le campus. Il faut savoir que à l'université, c'est très, très riche en termes d'offres, de services. Les bibliothèques ont des horaires des plages d'ouverture les week-ends en soirée pour que les étudiants puissent étudier. On a un centre de santé universitaire on en a deux même sur Grenoble, un sur le domaine universitaire et un sur la Presqu'île, qui permettent d'éviter à vos enfants d'attendre le vendredi soir pour se faire soigner, pour aller voir le médecin de famille et se faire soigner directement sur place. Les installations sportives également. Donc voilà, venez à Grenoble, n'allez pas à Lyon. On est très bien à Grenoble. Et à Grenoble ou sur les autres campus UGA qui bénéficient également des mêmes services. En tout cas, si vous avez des questions durant l'année, n'hésitez pas à revenir vers eCampus pour tout ce qui est question de vie étudiante, si tu veux avancer de slide. Oui, il y avait juste une question sur si tu pouvais réexpliquer ce que c'est la résidence de la réussite, s'il te plaît. Alors, c'est au sein d'une résidence du Crous, donc qui se trouve sur le campus, c'est la résidence Forêt, plus précisément. Et c'est un dispositif, en fait, où votre enfant va être logé dans la résidence et va bénéficier d'un tutorat. Donc, c'est d'un espèce de parrainage par un étudiant qui est plus expérimenté, donc de deuxième, troisième année, enfin, qui est sur le campus, en tout cas, depuis plusieurs années, donc qui a déjà expérimenté l'installation, l'intégration à l'université et à Grenoble, et qui va du coup l'accompagner à raison de au minimum 9 heures par mois dans toutes ces démarches, par rapport à toutes ces questions. Il y a aussi un week-end d'intégration qui est prévu donc, pour tous les résidents de la résidence de la réussite. Et puis toute une série de temps forts. En fait, c'est vraiment un accompagnement renforcé pour des étudiants qui auraient... Enfin, si vous sentez que votre enfant a besoin d'un accompagnement renforcé, voilà, n'hésitez pas à candidater. Les places ne sont pas illimitées, donc voilà, ça sera en fonction des demandes. Donc, je vous disais, toute l'année, vous pouvez retrouver toutes les informations donc, de vie étudiante sur eCampus. eCampus, c'est un site internet qui est ressource d'informations sur toutes les thématiques de vie étudiante. Pour nous rencontrer, on a un guichet unique qui est sur le campus de Grenoble, donc le Welcome Center, qui est ouvert toute l'année de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, où on pourra répondre à toutes vos questions. Et puis, vous pouvez nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Et sur le site, si tu veux passer la slide, il y a également j'avais une question, c'est pour ça que je voulais dire. Pardon. Est-ce qu'on nous demande s'il est obligatoire d'avoir une complémentaire santé pour les étudiants? C'est conseillé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, notamment dans le remboursement des frais de santé. On va dire que depuis 2019, les étudiants sont affiliés au régime général de l'assurance maladie. Il n'existe plus de régime étudiant. Donc, à partir de ces 16 ans, ils sont automatiquement basculés sur le régime, enfin, ils sont détachés de votre comment dire. Enfin, bref, ils ont un régime, ils ont une assurance maladie à leur nom propre. Il faut mettre à jour la carte vitale et transmettre un RIB en fait, aux 18 ans de l'enfant pour que les remboursements se fassent directement sur son compte.
En revanche, la complémentaire santé, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée parce que sur une consultation, par exemple, de médecins classiques, on va dire que la sécurité, l'assurance maladie va rembourser 70%, mais il restera à charge de l'étudiant 30%. Sur des petites dépenses, ça ne va pas faire une énorme différence, mais par exemple, s'il y a une hospitalisation qui a plusieurs milliers d'euros, voilà, il est important en fait d'avoir cette complémentaire santé, et à savoir que pour l'assurance maladie propose, offre aux revenus les plus précaires en fait une complémentaire santé solidaire. Donc voilà, il ne faut pas que l'accès aux soins et l'accès à ces droits, elle est indispensable. Donc, ne pas hésiter, ne pas renoncer en fait à des soins ou à sa santé en fait pour des raisons financières. N'hésitez pas à venir nous voir s'il y a des difficultés au moment où votre enfant devient étudiant. Voilà. Et je voulais vous dire aussi qu'il y avait différents outils pour vous aiguiller donc sur le site e-campus. Notamment des fiches pratiques, donc c'est des fiches synthétiques avec des conseils par thématique, notamment sur le logement et sur les aides dont je vous ai parlé, où vous retrouverez toutes les informations. Donc voilà, merci pour votre écoute, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Du coup, la soirée touche à sa fin. Donc, je remercie tous les intervenants, Clara, Florence, les enseignants aussi qui étaient présents, et Athéna aussi qui était avec moi, qui a répondu aux questions du chat. On n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'il y en a trop. Donc, on vous invite vraiment à venir. La première date, ce sera le salon de l'étudiant le 9 et 10 décembre à Alpexpo pour nous rencontrer et rencontrer aussi la vie étudiante. On est désolé si vous n'avez pas pu vous connecter lors de cette soirée, mais voilà, on a un compte Zoom limité à 500 participants. On peut pas en avoir plus. On est vraiment désolé. Mais vous retrouverez ce diaporama, le diaporama qu'on a diffusé, plus l'enregistrement de la soirée sur Alice. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Alice. On va remettre le lien dans le chat et vous retrouverez le diaporama et l'enregistrement de la soirée. Voilà, merci beaucoup à tout le monde d'être venu et on vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.